Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous, Amandine Derouet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne. On est aujourd'hui donc toutes les CCI des Pays de la Loire, donc la Loire-Atlantique, Nantes-Saint-Nazaire, la Vendée, le Maine-et-Loire et la Sarthe, le Mans-Sarthe et la Mayenne. Donc pour un webinaire sur le thème de la gestion de crise cyber, les bons réflexes en cas d'attaque, donc qui est animé par Régis Dubrul de l'ANSSI. Donc, je vais laisser Régis prendre la main et puis on se retrouve à la fin. Donc, si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas via le chat. Ok, donc moi j'ai mon truc. Attends, je vais couper mon micro. D'accord. Merci Amandine, et puis surtout merci aux différentes CCI des Pays de la Loire et de la région Pays de la Loire de me permettre de vous parler aujourd'hui de gestion de crise, ou plutôt de crise d'origine cyber. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ce matin, je vous parlerai des particularités de ce type de crise, même si en fait une crise cyber d'origine cyber, ça se gère comme une crise classique, mais il y a quand même des particularités. Je vous parlerai des différentes étapes à suivre, de l'organisation à mettre en place, et puis on finira par parler d'outils à la fin de mon intervention. Et j'illustrerai donc cette intervention, ces crises, au travers surtout les attaques par rançongiciel qui, aujourd'hui, en matière de cybercriminalité, font le plus de dégâts. Et généralement, quand un organisme est victime de rançongiciel, c'est tout de suite une gestion de crise à mettre en place. Comme Amandine l'a précisé, n'hésitez pas à poser vos questions en direct au travers le chat. J'essaierai de garder un coup d'œil sur la partie conversation. Et puis, de toute façon, il restera toujours à l'issue de ma présentation un petit quart d'heure, 10 minutes, voire plus, pour poser vos questions. Normalement, vous devez voir la première diapo qui, traditionnellement, est la présentation de l'organisme et de l'intervenant. Donc, effectivement, je suis le délégué régional de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Donc, on est une agence rattachée au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, donc une institution transverse en matière de cybersécurité et de défense. Nous avons 3 missions pour un public prioritaire. Alors, nos bénéficiaires sont avant tout les administrations, les collectivités territoriales et tout ce qui est organismes d'importance vitale et organismes de services essentiels. Ce sont des structures publiques ou privées qui sont critiques pour le fonctionnement de la nation. Un exemple, une centrale nucléaire, pour éviter qu'elle se fasse cyberattaquer. Par les 3 missions, donc une mission de défense, donc on va intervenir en tant que cyberpompier lorsqu'un de nos bénéficiaires est attaqué. Des missions de prévention, et notamment par l'identification de prestataires et la qualification de prestataires de cybersécurité ou la certification de produits. Par exemple, si vous souhaitez faire un audit de cybersécurité, eh bien, on a une liste de prestataires qui sont qualifiés PACI, par exemple. Et puis une mission d'information et de sensibilisation, donc au travers un site internet, ssi.gouv.fr, une formation en ligne, le MOOC de l'ANSSI, différents guides, et notamment nous avons des guides sur le thème d'aujourd'hui, la gestion de crise, et puis des sessions de sensibilisation comme celle-ci. Alors, ce matin, si vous êtes présent, c'est que vous êtes bien conscient des cybermenaces, les différentes cybermenaces qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont liées à la cybercriminalité, rançongiciel, phishing, vol de données. Alors, nous avons aussi des menaces liées à l'espionnage, qui ont toujours été présentes, on en parle moins, mais qui sont toujours importantes. Des menaces étatiques, et là, on le voit, hélas, avec le conflit ukrainien. Alors, pas forcément sur le territoire national, mais en tout cas, entre les belligérants, on voit des cyberattaques. Et toutes ces attaques, en fait, peuvent, hélas, générer des crises au travers, dans les entreprises, et notamment celle qu'on voit le plus souvent, c'est la crise liée à des attaques par rançongiciel. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du fonctionnement des rançongiciels, mais concrètement, c'est un attaquant qui prend la main sur le système d'information et qui chiffre l'ensemble des fichiers, l'ensemble des serveurs, ce qui rend complètement le système d'information inutilisable. L'entreprise est bloquée, c'est le blackout pour un certain temps. Donc, en fait, on le voit au travers des chiffres de l'ANSSI, notamment entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021. On a une menace toujours existante et toujours à un haut niveau.
Et finalement, la question n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Et quand vous serez attaqué, comment vous allez réagir. Généralement, quand vous avez une attaque de rançon logiciel, c'est vraiment la crise, c'est le drame, hein, puisque tout est bloqué et il va falloir plusieurs jours avant de faire repartir le système d'information. On verra pourquoi. Alors, j'illustre ce propos par un incident qui a eu lieu, enfin un incident, une crise qui a eu lieu, une attaque qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'un an, celle sur la ville d'Angers. Très récemment, il y avait une intervention de Constance Nebula, qui est élue au conseil municipal de la ville d'Angers, mais aussi au conseil régional, qui témoignait de ce qu'elle a vécu pendant l'attaque d'Angers. Et elle disait, en fait, les attaquants ont mis 2 jours à rentrer sur le système. Enfin, entre le moment où ils sont rentrés sur le système et le moment où ils ont déclenché le virus, ils ont mis 2 jours. La ville a été bloquée au niveau du système d'information pendant 2 semaines, donc 2 semaines sans aucun informatique, vraiment l'informatique est complètement bloquée. Ils ont géré la crise pendant 2 mois, donc 2 mois de gestion de crise. Et pour elle, il faudra, et pour aussi les services informatiques, il faudra environ 2 ans avant de récupérer un système d'information nominal. Vous voyez bien la caractéristique, une des caractéristiques de ce type de crise, ça commence comme un sprint, en fait, tout est bloqué, c'est la panique, enfin c'est pas la panique, c'est le drame plutôt pour l'entreprise ou pour l'organisme, et puis ça va durer assez longtemps. Les spécificités au niveau d'une crise cyber, la première, et c'est vraiment le message, hein, mon premier message aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas un problème purement technique. Alors souvent, lorsqu'un organisme est victime, par exemple, de ce type d'attaque, ils se disent, bon, ils ont une DSI, ils ont des informaticiens qui sont plutôt bons, c'est un problème technique, et ils vont mettre 48 heures à régler le problème. On reviendra sur ces 48 heures sur le délai, mais en fait, c'est loin d'être le cas la plupart du temps. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est souvent, ça n'est pas qu'un problème technique. Il y a beaucoup d'autres sujets à traiter, notamment des sujets éthiques, il faut payer ou non la rançon. Il va y avoir des problèmes des sujets de communication, des sujets commerciaux, savoir par rapport à ses clients, ou ses partenaires, est-ce qu'ils vont encore avoir confiance dans l'organisme. Et puis, quand vous n'êtes plus capable de payer vos salariés, c'est plus un problème d'informatique, hein. Alors évidemment, il y a un problème de remise en service du sujet, mais il y a un problème interne pour les salariés qui se posent des questions concrètes. Est-ce que demain, je vais encore avoir un travail? Donc, premier message, c'est vraiment un sujet, c'est pour ça qu'on parle de crise d'origine cyber et pas de crise de cybersécurité. Si ça vous intéresse, je vous ai mis une référence qui est le témoignage de M. Béchu, le maire d'Angers, qui a été interviewé quelques jours après l'attaque, je crois 2 ou 3 jours après l'attaque, par le Média Brut. Donc, vous utilisez votre moteur de recherche et vous faites cyberattaque à Angers sur le site brut.media et vous allez voir vraiment l'impact métier qu'une cyberattaque de type rançon logiciel peut avoir. Autre particularité qu'on peut retrouver dans les crises d'origine cyber, tout d'abord, la nature vraiment technologique. Ah ben merci pour ceux qui ont mis le lien dans le raccourci, donc merci beaucoup. C'est vraiment… alors, en fait, dans le scénario classique d'un rançon logiciel, ça commence généralement en fin de semaine, dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez les attaquants qui ont pris la main sur le système d'information et qui lancent leur attaque. Donc, vous avez un virus, un chiffreur qui détonne. Donc, tous les premiers fichiers sont chiffrés. Et puis après, ça passe sur les serveurs qui ne sont plus accessibles. Donc, l'équipe informatique commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Ils essayent de gérer la situation comme si c'était un incident informatique traditionnel. Et puis, au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent que, en fait, ils ne peuvent pas rétablir la situation, ça les dépasse. C'est complexe. Gérer une attaque par rançon logiciel, c'est complexe. Ça veut dire que derrière, il faut faire appel à des experts et se faire accompagner. Donc là aussi, c'est un deuxième message.
Alors, le hacker doit-il disposer d'un accès au SI pour activer le virus? En fait, concrètement, vous avez plusieurs phases dans une attaque par rançongiciel. Vous avez une phase de pénétration sur le système d'information, et ce n'est pas toujours le même hacker. Donc, vous avez un hacker qui rentre sur le système et qui va revendre l'accès. Et à partir de cet accès au système d'information, il va se propager, prendre la main sur le système d'information, se propager, prendre le contrôle total du SI et puis après lancer ses attaques. Donc ça veut dire que derrière, il faut effectivement avoir de l'expertise et se faire accompagner. Surtout que vous allez rentrer finalement dans un problème de temporalité. Concrètement, l'impact est immédiat. Plus rien ne fonctionne. Il faut avoir vous allez avoir du blackout pendant une semaine, hein, plus de système d'information, parce que la remédiation va être assez longue. Et puis, une fois que vous avez recommencé à mettre les applications critiques en route, eh bien, il va falloir un temps plutôt long pour remettre votre système d'information d'aplomb. Que les collaborateurs et les parties prenantes aient confiance. Là aussi, il y a une sorte de méthodologie à suivre qui prennent énormément de temps. Donc, en gros, ça commence comme un sprint et ça finit en marathon. Donc, attention à cette notion de temporalité. Oui. Autre sujet, le problème de l'attribution. Donc, l'attribution de l'attaque est toujours un exercice assez complexe qui nécessite du temps et de croiser différentes sources d'informations. Et souvent, les experts qui interviennent en investigation, d'ailleurs, parlent plutôt d'hypothèses que d'engagement en disant que c'est tel groupe d'attaque qui vous a attaqué. Généralement, il semblerait, d'après les éléments qu'on a, c'est probablement tel groupe. Donc, ça va devoir vous obliger dans votre communication, que ce soit interne ou externe, à opter pour un discours plutôt prudent sur cette partie-là et de rester, on va dire, le plus factuel possible et pas forcément partir dans l'accusation directe de groupe. Et surtout, si l'attaque est donc judiciarisée, si vous avez porté plainte et qu'il y a une enquête qui est menée, là, il faudra voir avec les services de police et les services enquêteurs la communication que vous pouvez faire. Il y a des éléments qui ne seront pas communicables dans le cadre de l'enquête. Quatrième spécificité pour les crises cyber, l'adaptation. En fait, vous avez affaire à une intelligence humaine en face qui s'est adapté à votre système d'information, qui a souvent un train d'avance et qui, si vous ne l'avez pas encore repéré ou si vous n'avez pas coupé entièrement les ponts, eh bien, il pourra continuer ses attaques. Et même si vous avez coupé, si vous l'avez repéré, vous pensez l'avoir débusqué et lui enlever toute possibilité d'agir, vous serez quand même dans l'incertitude en disant pendant un bon moment, au bout d'un moment, est-ce que vous êtes sûr que l'attaquant est encore dans la place? Alors, pour le dépôt de plainte, je réponds à la question. Eh bien, alors l'intérêt, il y a plusieurs intérêts. D'abord, effectivement, en fonction des preuves et des éléments que vous pouvez rapporter aux services enquêteurs, eh bien, l'enquête va aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des services de police et des services de gendarmerie, vous avez des équipes qui vont travailler sur différents groupes d'attaques. Donc, si votre attaque, si vous avez assez d'éléments qui vous permettent de définir que c'est tel ou tel type d'attaquant peut-être qui vous a attaqué, là, du coup, l'enquête va être menée et on va récupérer de l'information. Si vous ne savez pas du tout qui est derrière, c'est vrai que les enquêteurs ne peuvent pas être partout, donc ça va être limité. Du coup, un intérêt, même dans ce cas-là, il y a quand même un intérêt de porter plainte, c'est pour des statistiques, tout simplement pour savoir l'état de la menace. Donc, il y a quand même un intérêt, et éventuellement aussi un intérêt par rapport à votre assurance. Si vous voulez faire jouer une assurance, il faut toujours porter plainte, si votre assurance couvre la partie cyber. Dernière particularité, la propagation. Donc, on est
par rapport à un incendie où généralement c'est sur un site. Là, on est dans le monde numérique et immatériel. Donc, la propagation, déjà à la base, quand vous êtes attaqué, vous ne connaissez pas forcément l'étendue de la propagation. Il va falloir investiguer pour savoir jusqu'où, excusez-moi, ça a été. Et donc, ça pose une certaine difficulté de se dire finalement quelle est l'étendue des dégâts. En termes de particularités sur la partie communication, on peut en trouver aussi. Donc, je vous ai parlé d'une forte technicité. Ça veut dire que derrière, dans les messages de communication que vous allez faire, que ce soit en externe ou en interne, il va falloir déjà être plutôt didactique, pédagogique, essayer de rassurer sans forcément être trop naïf. Enfin bon, ça c'est, comment dire, ça paraît évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vos messages de communication vont être scrutés et analysés. Déjà, il y a un fort engouement sur le sujet, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. C'est vraiment un sujet d'actualité avec une forte viralité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un effet de communauté. Vous avez aujourd'hui des journalistes, des influenceurs, des spécialistes qui, finalement, scannent les sites dans le dark web des attaquants et sont à la recherche de victimes françaises pour derrière faire une analyse communiquée au travers des réseaux sociaux. Donc, si vous commencez à raconter un peu n'importe quoi, en fait, ça va vite se savoir. Surtout que ces spécialistes, journalistes ou influenceurs, ont une influence assez importante sur la communauté cyber. Et donc, ça peut aller très vite, ça peut se tourner très vite en bad buzz. Donc, il faut plutôt être transparent. Alors, évidemment, si l'enquête si votre attaque est judiciarisée, là, il faut voir avec les services enquêteurs ce que vous pouvez communiquer. Mais il faut plutôt être transparent et plutôt dans une démarche pour rassurer vos interlocuteurs et vos parties de vote. Quels vont être les objectifs de votre gestion de crise? Alors, le premier objectif, ça va être de limiter la casse. Et on le verra comment. Pour limiter la casse, une des méthodes les plus efficaces, c'est d'avoir anticipé les différents scénarios possibles, les plus probables, et d'avoir préparé finalement ces gestions de crise. Donc, c'est aussi un message important, et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous mettrez dans vos plans d'action ce sujet-là, c'est-à-dire avoir une checklist de mesures à mettre en place par rapport aux scénarios les plus probables de crise qui peuvent vous arriver. Les crises, c'est les rançongiciels, c'est une fuite de données, c'est une attaque par déni de service. Donc, on le verra aussi un peu plus tard. Donc, à quel moment on bascule d'un incident majeur à une crise. Mais en tout cas, un des moyens pour limiter les impacts, c'est d'être le plus près possible et d'avoir anticipé les premières mesures à mettre en place au début d'une crise. Deuxième objectif, assurer la reprise des activités critiques dans un délai acceptable. Alors, déjà, il faut avoir identifié les activités critiques. Et ça, c'est lorsqu'on le voit lors des gestions de crise, quand on commence à parler de redémarrage, vous avez l'ensemble des métiers, l'ensemble des responsables qui se considèrent comme prioritaires et qui veulent bénéficier de toute l'expertise disponible en premier. C'est un peu la foire d'empoigne, ça met beaucoup de pression à savoir qui va redémarrer le premier. Si vous avez fait le travail auparavant d'avoir figé une liste de priorités, qui a été validé par la direction, ou si c'est en cours de crise, validé par la cellule décisionnelle, au moins ça vous permettra à vos interlocuteurs, et ça permettra à la DSI de se dire voilà ce qui a été priorisé et dans quel ordre on va commencer. Après, il y a la notion de délai acceptable, elle est beaucoup plus complexe à définir. Et surtout, comme je vous l'ai introduit au départ, en fait, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va
prendre du temps. On verra une étape d'investigation qui ne peut pas être vraiment en raccourci, qui est vraiment essentielle. Et généralement, il faut accepter de perdre du temps à court terme pour en gagner à long terme. Donc, une des méthodes pour bien accepter ces délais acceptables, c'est essentiellement de communiquer et bien d'expliquer ce qui se passe et de rendre compte de l'avancement des actions qui vont être mises en place et de l'avancement de ces actions. Et enfin, dernier objectif qui est de maintenir la confiance. Alors, vous avez déjà la confiance en interne. Il va falloir rassurer, expliquer la situation. On parlera un peu plus tard aussi de communication interne. Et puis, la confiance envers les partenaires, les sous-traitants, voire les clients, si vous êtes une structure qui est en B2C. Mais ça va être important justement, avec vos partenaires et vos sous-traitants, surtout si vous avez des interfaces, donc des liaisons informatiques, de faire au travers des points de situation, des points sur lesquels vous allez dire qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait. L'important, justement, c'est de maintenir ce lien, voire échanger sur des informations, des éléments d'attaque, par exemple, qui peuvent être communiqués pour être le plus transparent possible. Alors, rentrons dans le détail des étapes de la gestion d'une crise d'origine cyber. Alors, vous voyez, on a 4 grandes étapes. Il y a même une étape initiale que je n'ai pas mise ici, en fait, qui consiste à organiser la réponse. C'est généralement à mettre en place la cellule de crise. Dans la majorité des cas, rien n'est prêt. Donc là, comme vous avez suivi cette intervention, j'espère que demain ou dans les jours qui suivent, vous aurez commencé à travailler sur un plan de gestion de crise. Et c'est vrai que voilà, si rien n'est prêt, l'étape 0, c'est de mettre en place justement l'organisation de la réponse. Alors, si on rentre dans le détail des différentes étapes, la première étape, ça va être d'arrêter l'attaque et de comprendre comment l'attaquant est passé. Alors, pour ce faire, il y a trois points importants. Le premier point, c'est de trouver le point d'entrée, donc de savoir comment l'attaquant est rentré sur le système d'information et par où il est passé, quel cheminement, le schéma d'attaque qu'il a utilisé. Là, l'objectif, c'est en fait d'y remédier afin d'éviter que dans 15 jours, une semaine plus tard, l'attaquant utilise de nouveau ce vecteur de compromission ou d'ailleurs un autre attaquant. Donc ça, c'est le premier point, trouver le point d'entrée. Deuxième point, trouver les marqueurs de l'attaquant. Alors, c'est finalement des traces, c'est finalement des logs, des éléments qui permettent en fait d'identifier l'attaquant, de savoir quelles vont être ses actions. Et l'idée, c'est lorsque vous allez en fait passer sur l'ensemble de votre parc informatique, de trouver ces traces-là pour savoir finalement l'étendue de la compromission, savoir quelles sont les machines qui sont compromises et celles qui sont saines. Et enfin, le troisième point, c'est de trouver la date de compromission, ce qui va vous permettre de faire le tri entre les sauvegardes qui sont saines et celles potentiellement compromises. Si finalement vous n'avez pas la date de compromission, eh bien, il va falloir considérer que tous vos backups sont compromis. Et donc, ça veut dire que derrière, si vous voulez les utiliser, il va falloir mettre en place des mesures de contrôle, et notamment avec les traces que vous avez trouvées, les marqueurs des attaquants. Alors, cette étape d'investigation, elle peut durer un certain temps, ça peut durer 48 heures, voire plus, et pendant cette période-là, finalement, on ne fait pas grand-chose. Alors pourquoi? Parce que, en fait, ces informations-là, elles sont essentielles pour redémarrer au plus vite et pour passer aux phases suivantes, que sont le plan de durcissement et la remédiation, c'est-à-dire le plan de durcissement et la remédiation, ça va être de repartir depuis une bulle de confiance. L'idée, dans la plupart des cas, pas systématiquement, dans la plupart des cas, si on veut vraiment avoir confiance dans son système d'information, c'est de repartir d'un annuaire informatique pratiquement neuf,
de machines neuves ou qui ont été reconstruites sur des bases saines, et de recommencer à brancher les applications les plus critiques, celles que vous avez identifiées auparavant. Mais vous doutez bien qu'on ne peut faire ça que si on est vraiment sûr que l'attaquant n'est pas encore présent sur ce système d'information tout neuf. Dans certains cas, des organismes vont quand même repartir du système d'information existant. Voilà. Alors, ça permet de gagner du temps, c'est clair. Ne construisez pas quelque chose à neuf. Par contre, là, vous n'êtes pas vraiment sûr. En tout cas, si vous choisissez cette stratégie, il faut être vraiment sûr que vous avez identifié le point d'entrée et que vous avez bloqué les accès. Et notamment aussi que vous avez mis en place, durant la troisième phase de reconstruction et de rétablissement des services, vous avez mis en place des systèmes de surveillance qui vont pouvoir vous alerter quand il y a quelque chose de bizarre qui se met en place. On le voit concrètement d'ailleurs dans tous les cas, pas dans tous les cas, mais la plupart des cas d'attaque par rançongiciel, les entreprises mettent en place ce qu'on appelle des EDR, c'est les nouvelles générations d'antivirus, qui vont, au lieu de regarder la signature des fichiers comme un antivirus classique, ils vont plutôt regarder le comportement de la machine, et dès qu'il y a un comportement un peu particulier, ils vont alerter un service, ou en tout cas les personnes qui sont dédiées à la supervision. Au passage, ça veut dire que derrière l'outil, il faut aussi de l'expertise et des personnes dédiées à faire cette surveillance. Il ne faut pas négliger ce nombre-là. Dans la partie reconstruction et rétablissement des services, ça peut être très très long. Donc c'est là où il va falloir beaucoup communiquer avec les métiers et les partenaires et les clients pour leur expliquer pourquoi c'est long, et les tenir au courant pour faire baisser la tension. Question pour plus tard, est-ce que le fait d'envoyer nos données sur un SharePoint ou un autre système dans le cloud peut pallier aux attaques sur un serveur physique? Pas forcément, pas forcément. Effectivement, on en reparlera effectivement à la fin, mais c'est pas forcément. Il y a d'autres problématiques qui peuvent se poser par rapport à l'utilisation de cloud. Et n'hésitez pas, je vois que ça réagit aussi. Il y a des gens qui n'hésitez pas à réagir. Alors, par rapport aux étapes, quels vont être les grands enjeux par rapport à une bonne gestion de crise? Alors, le premier enjeu, c'est de décider dans l'incertitude. Et souvent, d'ailleurs, vous allez devoir choisir entre deux mauvaises décisions parce que vous n'avez pas beaucoup plus d'informations. Ça, ce n'est pas forcément évident et c'est bien normal. Et toutes les victimes de rançongiciel ou d'attaques cyber sont dans le même cas de figure. Donc, c'est normal et c'est compliqué de prendre les bonnes décisions. Surtout que vous allez avoir, hélas, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Alors, c'est quoi un biais cognitif? C'est des mécanismes de pensée qui provoquent en fait une altération du raisonnement et du jugement. Donc, en gros, vous pensez que la façon logique, c'est de faire ça, mais ce n'est pas forcément vrai. Je vais prendre un exemple qu'on appelle la normalisation du danger. Vous avez un système d'alarme qui finalement s'active trop régulièrement, donc, et c'est des faux positifs. Donc, vous allez désactiver le système d'alarme, vous normalisez le danger. Manque de peau, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le Costa Concordia. Ils ont désactivé le sonar de profondeur et voilà, on sait ce qui est arrivé. Autre biais de confirmation, c'est par exemple, vous avez un type d'attaque qui est très à la mode, où on entend dans la presse que les attaquants passent par des protocoles, différents protocoles. Eh bien, vous êtes victime d'une attaque, vous allez vous dire, ah bah tiens, forcément, c'est ce type d'attaque. Et donc, vous n'allez pas forcément passer en revue l'ensemble des différents éléments et indicateurs qui feront penser en fait que c'est un autre type d'attaque. Donc voilà, première problématique, premier enjeu, c'est être en mode dégradé un peu dans l'inconnu.
Autre enjeu, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement aller au-delà de l'IT, donc mettre en place une coordination sectorielle multisectorielle au travers l'organisation des cellules de crise, et on en parlera dans les slides suivantes. Une bonne distribution des rôles, savoir qui fait quoi, et énormément communiquer entre les différentes cellules, se passer l'information, c'est vraiment essentiel. Troisième enjeu, gérer les ressources. On le voit dans les premières actions des dirigeants qui sont victimes de cyberattaques, il y a une forte pression pour repartir le plus rapidement. Donc les gens sont, et on pense d'ailleurs que dans les 48 heures, ça va être réglé. Donc voilà, les gens travaillent très fortement, ils font 96 heures en 4 jours, et très rapidement, ils s'épuisent. C'est un marathon. Une cybercrise, c'est un marathon. Donc voilà, il va falloir faire attention aux ressources et faire dormir, par exemple, les gens. Souvent, voilà, c'est ça. Dormir que 2 heures par nuit, ça amène à faire des bêtises. Autre problématique, c'est les sources de tension. Là, en fait, vous avez une problématique, souvent, c'est que les attentes des uns et des autres sont vraiment décorrélées par rapport à la réalité. Et donc, chacun a des attentes qui sont souvent excessives par rapport à la situation. Donc, il faut se mettre d'accord sur ce qui est possible de faire et valider finalement les attentes qui sont atteignables. En fait, ça, c'est important, qu'on se mette d'accord sur voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est faisable, et communiquer et informer régulièrement sur ces étapes-là. Et dernier enjeu, eh bien, c'est finalement monter le niveau de sécurité. Souvent, la crise permet de faire des progrès. Et donc là, pour la direction informatique et pour le RSSI, ça va être l'occasion de mettre en place finalement des règles qui sont les règles de l'art d'aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément appliquées par habitude. Et donc, ça va être voilà, le moment, c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas un moment pour mettre en place de nouvelles postures de sécurité. Juste au passage, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les biais cognitifs, vous pouvez faire cette recherche sur votre moteur. Vous tapez biais sur le site de randorisec.fr et vous allez avoir une étude très intéressante sur les biais cognitifs en matière lors des crises de cybersécurité. Alors, maintenant, comment organiser sa gestion de crise? Essayons d'être pratico-pratiques. Première question à se poser, c'est quand est-ce qu'on se considère en crise? Et quand est-ce qu'on déclenche une cellule de crise parce qu'on ne gère pas une crise comme un incident? Alors, il n'y a pas de réponse unique, hein. Voilà, en fait, ça dépend des organismes. Souvent, les gens disent on est en crise quand on ne sait plus quoi faire, quand les moyens habituels de l'entreprise ou de l'organisme ne suffisent pas à traiter l'incident. Maintenant, si on veut anticiper les différents scénarios, c'est intéressant en fait de définir des éléments le plus factuels et le plus objectifs possible pour déclencher une cellule de crise. Donc, comment ça peut se faire, ce dispositif? Eh bien, déjà, définir finalement quelles sont les activités critiques. Et à partir de ces applications critiques, de définir les scénarios qui pourraient engendrer un arrêt de ces applications et de bloquer complètement l'entreprise. À partir de là, une fois que vous avez les scénarios, de définir une matrice d'engagement, qu'on appelle une matrice d'engagement, en gros, entre le niveau de gravité et l'étendue des dégâts et l'étendue de la propagation de l'attaque. En gros, si vous avez un antivirus qui détecte un virus sur un incident, tout ça, c'est plutôt un incident mineur ou une anomalie. Et puis, par contre, vous avez plusieurs machines qui ne répondent plus et qui bloquent complètement. Donc là, on est dans l'autre cas extrême.
sur lequel vous voyez un fichier de rançon, de demande de rançon sur le serveur. Donc là, c'est clairement un rançongiciel et vous devez vous mettre en gestion de crise. Donc, dans les plans de gestion de crise, c'est plutôt pas mal de définir justement les éléments qui vont vous permettre de déclencher ou non la cellule de crise et de la communiquer donc aux personnes qui seront, par exemple, en charge de surveiller votre système d'information et qui seront en capacité de déclencher les cellules de crise. Parce qu'effectivement, l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est vrai que ça peut s'adapter, ce n'est pas forcément un scénario qui peut s'adapter, une organisation qui peut s'adapter partout, mais l'idéal, c'est d'organiser, en fait, de vous organiser avec deux cellules de crise. Une cellule de crise décisionnelle, donc c'est là où généralement on retrouve le COMEX, donc la direction métier, la partie communication. On va retrouver aussi, par exemple, un représentant de l'IT, de l'informatique. Donc cette cellule, c'est elle qui va finalement faire les arbitrages, faire les décisions, coordonner les différentes actions avec les métiers. C'est elle qui va souvent communiquer à l'extérieur. Alors après, l'extérieur, ça peut être vers les clients, quand c'est un organisme qui est en B2C, ou vers les parties prenantes, donc les sous-traitants et les partenaires et les prestataires s'il y a des interfaces. Vous avez une cellule opérationnelle qui est plus, donc c'est là où on va aller plus technique, c'est là où on va retrouver l'IT, dans lequel cette cellule, on va retrouver notamment des différents référents, des référents sur l'investigation, sur la remédiation, sur la reconstruction. Cette cellule, elle va proposer des actions évidemment à la cellule de décision et elle va suivre les actions qui ont été validées et les recommandations. On peut y retrouver aussi dans cette cellule des ressources humaines, de la logistique, tout ça pour éclairer la cellule de crise. Et ce qui est aussi intéressant quand on a les moyens, c'est notamment faire appel à du pilotage et la gestion de risque. Aujourd'hui, il y a des prestataires qui proposent une prestation de gestion, de pilotage de gestion de crise. Vous avez également une cellule d'anticipation qui est généralement très liée au métier, qui va permettre, dont le travail, ça va être d'anticiper éventuellement les évolutions de la crise. Imaginons que dans les premiers moments, vous avez estimé à l'interruption, le délai d'interruption du système d'information de 3-4 jours. Eh bien, il faut que cette cellule d'anticipation commence à imaginer déjà qu'est-ce qui va se passer si le délai passe à 10 jours, 15 jours. Comment les métiers vont s'organiser. Donc, c'est important d'avoir une cellule d'anticipation ici qui va permettre justement de réfléchir aux différents scénarios. Autre scénario, autre chose qui arrive souvent, bien vous n'avez pas assez de données pour savoir s'il y a une exfiltration de données. Donc, voilà. Donc, dans les premiers moments, vous imaginez, vous pensez qu'il n'y a pas eu d'exfiltration de données, et puis 2 semaines ou 15 jours plus tard, le groupe d'attaquants a publié dans le dark web une partie des données. Donc ça, il va falloir, si vous l'avez anticipé, vous aurez éventuellement les éléments de langage dans votre communication qui permettra à répondre à cette situation. Ce qui est important dans ces cellules, c'est bien d'avoir défini les rôles de chacun. Et notamment, vous avez dans chaque cellule un directeur, un responsable de la cellule et un secrétaire qui va permettre de noter en fait l'ensemble des informations et de mettre en musique cette cellule de crise. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la gestion de crise classique. Ça, c'est pas propre à une gestion de crise cyber. Par rapport aux outils, quels sont les outils que vous devez mettre en place? Les outils main courante, relevé d'action. Donc ça, c'est un ou plusieurs documents dans lesquels vous allez finalement formaliser l'ensemble des actions qui ont été décidées, l'ensemble des actions qui ont été réalisées. Alors, c'est un intérêt multiple. Le premier intérêt, c'est que quand vous allez en fait faire un retour d'expérience, au moins vous pourrez vous remémorer ce qui a été pris. Ça va aussi avoir un intérêt pour les équipes d'investigation qui pourront faire la part des choses entre les actions qui ont été réalisées auparavant
par les équipes informatiques qui, eux, souvent les premières actions avant de se déclencher la crise, c'est on va essayer de faire repartir le système. Mais en faisant ça, on peut effacer des traces ou ces actions peuvent être interprétées comme des attaques, enfin des actions de l'attaquant. Donc la main courante, justement, ça permet de faire le tri. Et puis, s'il y a aussi une enquête judiciaire, bien ça permettra aussi de service enquêteur de voir ce qui s'est passé. L'idéal, c'est d'avoir une cartographie de votre système d'information. C'est plus simple, mais souvent, encore faut-il qu'elle soit disponible. D'avoir des fiches réflexes, donc par rapport au scénario que vous avez envisagé, notamment le cas d'un rançongiciel, quelles sont les premières mesures à mettre en place. Là, vous permet de gagner énormément de temps et finalement de vous concentrer sur plutôt l'aspect métier que l'aspect IT. Avoir un annuaire des parties prenantes, donc savoir qui contacter, par exemple, si vous avez une cyberassurance, avoir tout simplement le contact de la cyberassurance, savoir si vous allez porter plainte, qui va porter plainte et auprès de qui vous allez porter plainte. Si vous n'avez pas, par exemple, de juriste au sein de votre structure, eh bien, faire appel à votre juriste, c'est la même chose, avoir un annuaire. C'est tout bête, mais ça permet de gagner du temps. Les outils de communication. Alors là aussi, c'est important. L'idéal, c'est de les avoir prévus avant. Et il faut imaginer que votre système d'information est complètement HS. Donc, il va falloir trouver des outils de communication annexes. Soit vous les avez anticipés avant, ce qui vous permet d'utiliser ces outils dans de bonnes conditions, notamment des conditions de sécurité, des conditions aussi contractuelles. Soit vous vous y prenez au dernier moment. Et là, en fait, on peut avoir des comportements, des initiatives, on va dire, à droite, à gauche, qui après sont plutôt compliquées à gérer, ou en tout cas qui rajoutent de la surcharge dans votre gestion de crise. Je pense notamment à tout ce qui est messagerie. Il n'est pas rare, lorsque finalement la messagerie est à plat, vous avez le groupe, la cellule de crise qui met en place un Gmail ou autre outil de messagerie. Et puis, vous allez avoir des collaborateurs qui, eux, veulent continuer à travailler et qui vont créer des comptes Gmail. Et là, vous allez finalement plus maîtriser du tout, en fait, les outils de communication qui vont être, en fait, utilisés à l'initiative de collaborateurs. Donc, si vous les avez prévus à l'avance, vous pouvez, dans votre communication interne, expliquer quels sont les outils qui peuvent être utilisés et dans quel cadre. Et puis, une cellule de crise, une salle de crise, c'est toujours important d'avoir 1 à 2 salles de crise dans lesquelles les équipes peuvent travailler ensemble et surtout communiquer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut penser à la résilience de tout ça, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez mettre en place tout ça si vous n'avez plus d'informatique? Donc, ça nécessite éventuellement d'avoir les procédures imprimées sur du papier ou sur des supports numériques qui sont complètement déconnectés de votre système d'information, qui vous permettra de pouvoir y accéder, même si vous n'avez plus de système d'information d'entreprise. Je parlais de fiches réflexes. On va rentrer dans le détail et puis j'aurai presque terminé. Dans les fiches réflexes, voilà, l'idée, c'est de scénariser les premières actions que vous allez mettre en place. Alors là, je vous ai pris un exemple, c'est l'attaque par rançongiciel. Finalement, quelles sont les premières bonnes actions à mettre en place? La première, c'est isoler les équipements affectés du réseau pour éviter la propagation. C'est isoler, pas forcément les éteindre. Donc, concrètement, c'est enlever les prises réseau, déconnecter du Wi-Fi ou isoler les serveurs. Mais les éteindre, en fait, c'est peut-être effacer des traces pour le service enquêteur qui ne pourra pas, donc d'investigation, qui ne pourra pas savoir par où sont passés les attaquants et donc trouver la source de la compromission. Couper les accès Internet, ça aussi c'est important, ça permet aux attaquants de ne plus avoir accès au système d'information. Quand vous allez rebrancher Internet, évidemment, il faut être sûr et certain que les attaquants ne sont pas encore dans la race. Déconnecter les supports de sauvegarde s'ils n'ont pas encore été détruits. D'ailleurs, l'idéal, c'est d'avoir des supports de sauvegarde hors connexion. Comme ça, au moins, ils sont sûrs d'être protégés.
contacter votre cyberassurance. Alors, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une cyberassurance parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Voilà, c'est un domaine très compliqué. Donc, si vous ne pouvez pas avoir une cyberassurance, au moins identifiez un prestataire de réponse à incident. Voilà, aujourd'hui, il y a des prestataires si vous contractualisez avec eux, ils interviennent pendant un nombre de jours limité, mais ils interviennent en 2 heures, 4 heures ou 24 heures selon le niveau de contrat. Et puis au pire, vous pouvez toujours aussi aller vers cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui vous permet d'être mis en relation avec des prestataires qui peuvent vous accompagner. Ouvrir la cellule de crise, donc ça veut dire l'avoir déjà identifié, organisé, mener les investigations, conserver les preuves et puis déposer plainte. Alors l'ENSI, oui, effectivement, on peut être averti. Alors d'abord, si vous êtes un bénéficiaire de l'ENSI, comme je l'ai dit en introduction, évidemment, c'est important. Et nous, alors concrètement, l'ENSI ne va pas forcément intervenir auprès des structures qui ne sont pas bénéficiaires. Énormément de travail et ce n'est pas dans nos missions principales. Par contre, on peut avoir des informations qui peuvent intéresser l'équipe de réponse incident qui va vous accompagner. On a l'habitude de travailler avec ces prestataires de réponse incident, donc ça peut être intéressant de nous contacter donc au travers le CRTFR. Vous allez sur la page de notre site ssi.gouv.fr, vous avez un bouton alerte et là vous aurez les contacts pour avertir l'ENSI. Conserver les preuves et déposer plainte. Alors, ces bonnes pratiques, ces différents scénarios, vous allez les retrouver dans un document. On a aujourd'hui différents guides. On a 3 guides. Un guide sur la gestion d'une crise d'origine cyber. La même chose, vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous faites guide crise sur le site de ssi.gouv.fr, vous allez tomber sur ce guide. On a un guide aussi dédié à la communication de crise. Et puis pour les entreprises et les structures les plus matures, de quoi vous exercez. Donc un guide pour organiser un exercice de crise. Si j'en reviens à ce premier guide là sur la gestion de crise, en fait, vous allez retrouver 18 fiches synthétiques qui vont vous permettre de préparer justement votre gestion de crise et toujours à 2 niveaux. Au niveau stratégique, donc qui vont plutôt impacter la direction et le métier, et au niveau technique, plutôt cyber IT. Donc, je vous conseille fortement de lire ce guide qui, finalement, ma présentation de ce matin n'est qu'un avant-goût et un résumé en 45 minutes de ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce guide. Merci pour le partage du lien. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je suis tout oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre également dans le chat. Prendre la parole. Pas de questions. Alors, Régis, il y a une question. Peut-on revenir sur le SharePoint, sécurisé ou pas? Alors, il y a plein de choses à dire sur les outils qu'on peut retrouver dans le cloud. Ils peuvent être sécurisés comme pas assez. Ça dépend effectivement du niveau de risque et du niveau de sensibilité de l'information que vous allez retrouver dedans. Par exemple, une des problématiques aujourd'hui qu'on retrouve sur les outils alors Microsoft, mais c'est la même chose pour les outils de Google, c'est les accès légitimes à ces environnements. Donc, si vous avez un environnement, par exemple, qui n'est pas protégé par un logon, un mot de passe et un deuxième facteur d'authentification, eh bien, vos données, elles peuvent être finalement piratées, alors je dirais pas facilement, mais il suffit qu'un de vos collaborateurs se fasse avoir par un phishing, donc communique sans s'en apercevoir ses identifiants à un attaquant, et toutes les données que vous allez avoir sur SharePoint ou sur l'environnement Office 365 ou Google d'ailleurs, n'importe, elles vont être exfiltrées.
Sur la partie sauvegarde entre un cloud et des données, la problématique, ça va être effectivement la synchronisation. J'ai vu qu'il y avait un commentaire. Donc, si vous avez des données qui sont compromises ou des fichiers compromis ou des vulnérabilités qui par rapport à vos systèmes de sauvegarde sont compromises, vous allez les retrouver aussi sur votre sauvegarde. Et effectivement, le cloud n'est pas une flexibilité de service, c'est une sauvegarde. D'ailleurs, sur les sauvegardes, en fait, l'idée, la stratégie, c'est de suivre ce qu'on appelle le 3-2-1. C'est finalement avoir 3 copies de votre sauvegarde sur 2 technologies différentes, dont une est hors site et hors connexion. Voilà. Donc voilà. Sur la messagerie 365, en fait, elle va être sécurisée, oui et non, parce que, comme je vous l'ai dit, si par exemple, vous n'avez pas mis en place le multifacteur, eh bien, l'attaquant, c'est avec l'attaque par ingénierie sociale, c'est pas très compliqué pour lui de voler vos identifiants. Donc derrière, peut-être que vous avez un niveau de service qui permet d'avoir une disponibilité forte, mais vous n'êtes pas sûr de l'intégrité, ou vous n'êtes pas sûr aussi de l'exfiltration des données. Après, il faut regarder aussi les niveaux de service proposés par les hébergeurs ou les fournisseurs de mode SaaS. Ce n'est pas dit que votre environnement il soit sauvegardé. Ça arrive d'avoir des messageries dans le cloud, des boîtes aux lettres qui disparaissent. Voilà, problème technique. Et là, moi, j'ai eu des cas de figure où finalement l'entreprise s'est tournée vers Microsoft en disant, voilà, la boîte mail de tel collaborateur a disparu. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ils vont répondre non. Et effectivement, quand on regarde les conventions de service qui ont été signées ou qui ont été validées, on n'a pas on n'a pas ce niveau de service. Donc, moi, mon conseil, c'est pas forcément faire confiance à 100% dans les fournisseurs de services SaaS, de bien vérifier quel est leur niveau de maturité, ce qu'ils peuvent mettre en place et se faire accompagner par des experts qui peuvent voir si le niveau de service attendu correspond bien au niveau de service proposé. Alors, il y a d'autres questions dans le chat. Également une demande sur des retours d'expérience, alors éventuellement 1 ou 2 entreprises anonymes, une TPE et une plus grande entreprise. Moi, je peux parler d'un cas sans le nommer. Cas d'une entreprise, une PME, une belle PME, 600 personnes dans la Sarthe, je n'irai pas plus loin, qui était victime d'un rançongiciel en début janvier 2021. Alors, c'était une entreprise dont j'ai eu le directeur, il pensait que son informatique était bien gérée. Bon, il savait que ce risque pouvait arriver, et c'est arrivé. En plus, c'est mal tombé parce que c'était au début de la pandémie. Donc, leur rançongiciel a tout bloqué. Alors, ils avaient 3 usines, une en France, une aux États-Unis et une en Chine. La première, le premier site est reparti une semaine plus tard, une semaine à 15 jours plus tard. Donc, déjà, l'impact était assez important. Heureusement pour eux, ils avaient une gestion ils n'étaient pas au niveau des stocks en flux tendu. Donc, ils avaient des stocks. L'impact client a été sur la partie France pas si fort que ça. Mais en ligne, ils ont mis 7 semaines à reprendre parce qu'en plus, ils ont eu le Covid en même temps. Au final, de mémoire, l'impact financier a été chiffré à 1 million d'euros pour une PME qui fait de mémoire autour de 500 millions. Donc, c'est quand même pas neutre. Heureusement, ils avaient une cyberassurance et heureusement, ils étaient accompagnés par des experts qui ont pu remettre en place le système d'information. Donc, ce type d'attaque est vraiment très rapidement en crise et ça touche vraiment au fond. C'est vraiment une crise. Une catastrophe, je cherchais le terme.
Et il y a d'autres questions dans le chat. Alors, il y a des fois que tu as pu répondre. Je Alors, la regarde aussi. dernière. Quels sont les points clés à privilégier lors du choix de la cyberassurance? Il y a oui. une question sur l'ERP aussi. Et je vois une question sur les problématiques de mouvements latéraux, les postes utilisateurs. Alors, oui. Alors, sur la cyberassurance, c'est de plus en plus compliqué pour obtenir une cyberassurance, puisque beaucoup de cyberassurances qui boivent le bouillon sur ce type de contrat. Il y a finalement trop d'attaques. Donc, ils vont vous demander des exigences aujourd'hui, la plupart du temps. On va faire une généralité, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a en fait des exigences qui sont de plus en plus fortes et qui finalement amènent à mettre en place des mesures de cybersécurité standards, mais qui sont pas forcément simples justement à mettre en place. Alors, dans un sens, c'est bien. Ça vous permet de monter en cybersécurité, en maturité et donc de mieux vous protéger. Maintenant, ce n'est pas forcément si simple que ça. Et le coût peut être aussi, le coût de mise en place de ces actions peut ne pas être négligeable. Donc, c'est, voilà. Alors, mon conseil, si vous voulez aller adhérer à une cyberassurance, c'est de suivre les bonnes pratiques d'hygiène de l'ANSSI. On a un document sur les mesures d'hygiène. Déjà, si vous mettez ça en place, ça devrait quand même répondre à pas mal de questions de votre cyberassurance. Je vois une question sur quid des problématiques contre les mouvements latéraux. C'est-à-dire, en fait, comment on peut se protéger pour éviter qu'un attaquant se déplace de machine à machine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 points clés. Il y a un, la sécurité du poste de travail ou du serveur. Donc là, parce que l'attaquant, il va rentrer par un point, et généralement, il rentre sur un poste. Imaginons qu'à classique, un collaborateur ouvre une pièce jointe et dedans, il y a un premier virus qui va permettre à l'attaquant d'ouvrir une connexion. Donc déjà, si l'utilisateur, il est admin de son poste, bon, ça facilite le travail de l'attaquant. Et si en plus le poste n'est pas mis à jour, si le Windows n'est pas mis à jour ou ses applications ne sont pas mises à jour, eh bien là, c'est bingo. Très facilement, l'attaquant va prendre la main et va devenir admin de ce poste. Après, quelle est la suite la suite pour l'attaquant? Il va essayer de prendre le contrôle de l'annuaire, ce qu'on appelle la plupart du temps l'Active Directory, qui est le système d'annuaire qui permet, de Microsoft, qui permet aux ordinateurs de discuter, de s'authentifier et discuter entre eux. Donc aussi, ça, c'est une pierre angulaire du système d'information à protéger, à sécuriser. Moi, je vous conseille de demander à des experts d'auditer votre Active Directory, parce que si, et la plupart du temps, il y a des de vulnérabilité conséquents sur cet environnement. Donc, si l'attaquant prend la main sur l'Active Directory et devient admin de réseau, là, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, conseil, bien sécuriser votre Active Directory. Et troisième conseil, avoir des pratiques d'administration qui sont au goût du jour, j'allais dire. C'est-à-dire, finalement, vous devez avoir des comptes d'utilisateurs pour faire des actions d'utilisateurs, vous devez avoir des comptes d'admin pour faire des actions d'admin, voire même sur les environnements les plus sensibles, avoir des postes dédiés à l'administration. Et ces postes-là ne peuvent pas faire des actions d'utilisateurs. On voit trop souvent, en fait, des administrateurs utiliser une machine utiliser leur compte d'administrateur pour faire des actions bureautiques d'utilisateurs. Et si l'attaquant récupère la main sur un compte administrateur, ça lui facilite le travail. Il y a plein de questions. Oui, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a répondu à tout. Alors, que retenez-vous du dernier rapport Gartner? Je sais pas je connais bien Gartner, mais je ne sais pas duquel quel rapport. Alors, l'ERP, une question sur l'ERP. On n'a pas vraiment de questions. On a juste RP point d'interrogation. Alors, nous accédons à notre ERP qui contient la liste des noms en mode ASP, c'est-à-dire à distance. Vous entendez quoi par ASP? Ah oui, en mode accès à distance, je vois.
Alors, c'est les protocoles d'échange, déjà, dans quel protocole d'échange, les protocoles d'échange qui sont utilisés pour accéder effectivement à votre environnement à distance. Déjà, il y a ça à regarder. Et notamment, c'est votre... alors, il faut savoir aussi qui gère votre ERP. Est-ce que c'est vous qui gérez l'environnement? Est-ce que vous avez cet environnement de ERP installé sur vos machines et c'est un prestataire externe qui va faire son exploitation, ou si vous êtes directement en mode SaaS? Si par exemple c'est dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que l'ERP est hébergé chez vous, mais c'est un partenaire qui va l'administrer, qui va l'exploiter, bien là, il faut s'attacher à regarder dans quelles conditions votre prestataire va pouvoir y avoir accès. On constate de plus en plus nous, ce qu'on appelle des attaques via la chaîne de sous-traitance, la supply chain. Donc en gros, ce sont finalement les sous-traitants, les partenaires qui sont attaqués. Les pirates ne déclenchent pas un rançongiciel, mais vont voler les identifiants de connexion et se connecter sur les systèmes d'information des clients. Et c'est là où il y a plus d'argent à se faire finalement. Donc, il faut augmenter la sécurisation en fait de l'accès de vos partenaires. Et l'ENSI, on a publié un guide très récemment, enfin l'an dernier, sur l'administration sécurisée des systèmes d'information. Et il y a tout un passage sur des conseils, des bonnes pratiques pour durcir, enfin, pour sécuriser l'accès de vos partenaires à votre système d'information et donc à votre ERP. Citrix, par exemple, si vous utilisez Citrix, il faut mettre à jour Citrix, concrètement. Donc, ça veut dire, quelquefois, la mise à jour, ça paraît simple, hein, je appuie sur un bouton et c'est mise à jour. Mais le souci, c'est que vous pouvez avoir des effets de bord, surtout si vous avez du développement particulier. Et puis, qui dit effet de bord, voire, ça veut dire qu'il faut le tester, ça veut dire qu'il faut couper aussi souvent la production, donc on ne peut plus accéder au système pendant la mise à jour. Et vous avez une pression des opérationnels qui vont refuser cette coupure parce qu'on ne peut plus travailler. Eh bien, ce refus-là peut générer une coupure beaucoup plus longue et un danger pour l'entreprise. Donc, il faut bien sensibiliser les directions métiers à la nécessité de mettre à jour ces environnements-là. Alors, dernière question, et oui. puis après, je pense que... Oui, c'est vrai qu'on a un peu... comment sécuriser une sauvegarde? Comme je vous l'ai dit, en fait, 3, 2, 1. Donc, vous devez avoir 3 copies de votre sauvegarde avec 2 technologies différentes. Donc, ça peut être une technologie, par exemple, un NAS relié, enfin un NAS, et puis dans le cloud, si c'est bien sécurisé. Et encore, voilà, vous avez deux endroits avec quand je parle dans le cloud, dans des services à distance dédiés à la sécurisation. Et le RJ45, enlever la prise. Ça, c'est le plus simple. Après, vous avez des mécanismes, il y a d'autres plus automatisés, un peu plus complexes à mettre en place, qui va couper de façon virtuelle la liaison, va faire en sorte que le serveur NAS soit isolé et va se réactiver lors de la programmation de la sauvegarde. Bon, c'est plus complexe à mettre en place, mais tout simplement, j'enlève et je rebranche la prise. C'est l'ancienne. Et surtout, ce qui est important, c'est que votre serveur NAS, il va falloir tester les restaurations. C'est-à-dire tous les mois, regardez si vous avez bien retrouvé les fichiers, vos derniers fichiers, et si vous pouvez les récupérer. Ça aussi, c'est du vécu. On a des entreprises qui pensaient avoir mis en place les systèmes de sauvegarde qui allaient bien, et puis au moment de la récupération des données, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et là, c'est le drame. Ok, merci beaucoup. Ouais, de toute façon, moi, je suis. Vous pouvez toujours poser des questions sur mon adresse mail ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions si vous avez une interrogation. Pour information, il y a également 2 événements à venir en Sarthe et en Loire-Atlantique prochainement, donc en mai et en juin, qui sont des événements dédiés à la cybersécurité. Merci à tous en tout cas pour votre présence, vous étiez très nombreux. Merci pour vos questions et puis Régis, surtout merci à toi pour l'animation du webinaire
et des bonnes pratiques à avoir pour les entreprises. Avec plaisir et bonne journée à tous et à toutes.